L'initiative 1.12, qui vise à limiter les plus hauts salaires en Suisse à 12 fois maximum le plus bas salaire dans la même entreprise, sera votée le 24 novembre par le peuple suisse. Elle a été lancée par les jeunes socialistes et son but est évident, contrer les dérives salariales que personne d'entre nous aujourd'hui n'imaginerait contester. Simplement, elle est irréaliste et donc inapplicable dans son essence. Je pense que les arguments des ennemis de l'initiative, qui sont principalement la droite, le Conseil fédéral et le Parlement, sont économiquement ineptes pour commencer. Dire qu'elle va engendrer des pertes fiscales est tout simplement faux, parce que par exemple l'initiative pour les familles, lancée par l'UDC, engendrera 2 fois plus de pertes fiscales, selon les études qui ont été publiées, et pourtant la droite et les partis bourgeois donc la soutiennent. Donc ce n'est pas vraiment une question fiscale, d'autant que si les salaires très bas aujourd'hui doivent remonter pour obtenir le ratio de 1,12 au sein des entreprises, plus de personnes domiciliées en Suisse payeront des impôts en Suisse. Et donc ça aura un effet globalement positif pour les recettes fiscales des cantons et de la Confédération. Par ailleurs, le fait que plus de personnes gagnent davantage dans la classe moyenne favorisera également la consommation. On ne peut pas donc dire que cette initiative est propre à endommager, à nuire à l'économie helvétique. Par contre, elle a d'autres faiblesses évidentes. Pour qu'un CEO puisse toucher aujourd'hui 1,5 million, ce qui est peu, puisque les CEO des grandes multinationales que sont celles de la pharma, de l'alimentaire ou des banques touchent 20 fois plus. Donc s'il touche 1,5 million, il faudrait que le salaire le plus bas dans la même entreprise soit de plus de 10 000 francs. Est-ce bien réaliste? D'autant que dans une PME, un patron de petite entreprise peut lui-même toucher plus de 10 000 francs, c'est-à-dire l'équivalent du plus bas salaire dans la multinationale helvétique qui aurait appliqué ce ratio. Ainsi, on voit tout de suite que le ratio lui-même est un facteur trop limitant pour l'application dans ce pays. Pourquoi? Puisque ces entreprises suisses qui sont visées sont cotées au SMI, l'indice des blue chips suisses, et sont en concurrence avec des multinationales anglo-saxonnes, européennes et asiatiques. Eh bien, très souvent, c'est à New York, à Londres, que les salaires de ces top managers et des traders, aussi des banques, se décident. L'argument des initiants est de dire oui, mais jusqu'en 91, le ratio de 1,12 était pourtant respecté. Eh bien, depuis 91, la bourse a connu une explosion au même moment que la globalisation a progressé et de plus en plus, les salaires des managers ont été indexés à la bourse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quand Brady Dogan a touché 90 millions de francs en 2009, eh bien 70 millions là-dessus, c'était des paquets d'actions et d'options. Eh bien voilà, les managers s'attribuent de tels montants parce que de plus en plus, ils sont indexés à la bourse parce qu'ils font partie du capital de l'entreprise, ils sont quasiment considérés comme des fonds propres de l'entreprise. Comme le sociologue Olivier Gaucho l'avait justement analysé dans le cadre de la Société Générale, une équipe de spécialistes, de traders, finit par s'approprier en réalité les ressources de la banque où elle travaille. C'est-à-dire qu'elle prend en otage une partie des actifs des entreprises, de l'entreprise, en disant que si elle part, ses actifs partent avec elle aussi. Par exemple, de la clientèle, de l'infrastructure, de la connaissance, tout ce genre de choses, les personnes qui gagnent énormément au sein des entreprises se l'approprient et le négocient dans les contrats. Et donc cette forme d'appropriation est évidemment complètement aberrante d'un point de vue économique. C'est pour ça que les arguments de la droite qui visent à dire « moi par principe, je trouve que Brady Dogan a le droit de gagner 90 millions », c'est complètement ridicule même d'un point de vue économique. L'aberration, c'est que quelqu'un puisse dire « ce morceau d'entreprise m'appartient, c'est moi qui le possède et quand je pars, je le prends avec moi ». Et on constate effectivement que quand il y a des rumeurs de départ d'un patron, à l'époque ABB ou plus récemment dans des banques, etc., on voit le cours de l'action réagir parce qu'il est vraiment comme s'il faisait partie de cette entreprise. Et donc, s'il part, on peut voir l'action baisser. Et le différentiel de la capitalisation boursière d'avant qu'il parte et d'après qu'il soit parti peut être considéré comme sa valeur. C'est dire si vraiment
On accepte aujourd'hui cette aberration qui veut que les CEO, certains membres du conseil d'administration et certains traders soient eux-mêmes comme un fonds propre de l'entreprise, alors qu'il n'en est absolument rien, puisque leur travail, leurs connaissances, leurs prestations, tous les moyens dont ils disposent au niveau de l'infrastructure, c'est le résultat d'investissements collectifs qui sont là depuis des années, qui reposent sur le travail de milliers, voire de centaines de milliers de personnes. C'est toute la société qui a investi dans leur éducation, dans leur capacité à accéder à de tels postes, dans l'infrastructure technologique qu'ils utilisent. Donc évidemment, d'un point de vue économique, il y a une distorsion et c'est à la racine de cette aberration qu'il faut aller et dire qu'aucune personne ne peut d'elle-même justifier un montant comme Brady Dogan de 90 millions. Quand j'étais en face de Marcel Ospel, le président de l'UBS qui a présidé pendant toute la durée du scandale des subprimes, et je lui dis « Mais comment est-ce que vous n'avez pas vu que ces papiers de subprime étaient de mauvaise qualité ou extrêmement risqués ?» Il m'a dit « Mais on m'a dit que c'était du triple A, donc moi je l'ai cru. » Et je lui dis, mais monsieur Ospel, on gagne 26 millions, c'est justement pour pouvoir vérifier les informations qu'on nous transmet. On ne peut pas gagner 26 millions et en face de cela, n'avoir aucune responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vrai problème, c'est la responsabilité. On gagne 26 millions, on doit avoir une responsabilité qui pèse 26 millions, c'est-à-dire on peut aller en prison, on peut être inculpé de charges criminelles, on prend tous les risques au nom de tous les collaborateurs. Voilà là où commencerait à avoir un semblant de pertinence un salaire de 26 millions. Mais même là, il serait encore excessif. C'est dire si ces salaires sont parfaitement indéfendables. Si on commençait à dire que ces CEO devraient être justiciables, donc punissables, ce qui n'est même pas le cas aujourd'hui, ça deviendrait déjà plus acceptable. Si on commençait à dire qu'un trader qui gagne 50 millions doit pouvoir perdre lui-même 50 millions, et que quiconque en réalité gagne 20 millions doit pouvoir perdre 20 millions, et qu'il y a une notion de responsabilité et une notion réellement libérale, de conception libérale, le libéralisme classique veut que quiconque gagne doit perdre le même montant. Donc voilà où est le vrai scandale, c'est de pouvoir toucher 90 millions, 26 millions, etc., mais n'être aucunement poursuivable et que quand des vrais scandales se produisent, quand ces entreprises abusent, perdent énormément d'argent, elles ne sont jamais poursuivies et aucun des auteurs de ces scandales, de ces mauvaises gestions, n'est jamais inquiété. Encore une fois, lorsque je disais que les salaires, y compris ceux des multinationales suisses, se décident très souvent à New York et à Londres, ce n'est pas par hasard, car c'est très souvent à Londres et à New York que les standards en matière de rémunération se décident. Le CEO international est un profil type de quelqu'un qui va être recherché par de nombreuses entreprises concurrentes, qu'elles soient britanniques, suisses, américaines, et sur ce marché, très souvent, on va essayer d'avoir quelqu'un qui a des galons, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de tableau de chasse à son actif. Par exemple, il a fusionné telle et telle entreprise en telle année, il a restructuré de manière particulièrement ferme telle entreprise, et donc il arrive avec ses faits d'armes, et puis de cette manière, l'entreprise peut obtenir des brokers de Wall Street qu'ils recommandent à leurs clients d'acheter les titres de leur entreprise sur la base de ce recrutement de haut vol. Et qui sont ces clients si recherchés? Ce sont les investisseurs institutionnels, principalement anglo-saxons. Il s'agit souvent de gros fonds de pension qui arrivent à acheter d'énormes blocs de titres dans ces entreprises, jusqu'à représenter parfois 5% d'une banque multinationale ou d'une entreprise très importante. Et donc, leur capacité à acheter ces gros blocs d'actions et à vraiment faire monter les cours fait qu'on leur fait beaucoup de cas et on essaye de les impressionner en recrutant des CEO avec une énorme expérience internationale, même si évidemment ils sont parfaitement faillibles et peut-être même plus faillibles que les autres une fois qu'ils sont surpayés. En tous les cas, il y a cette espèce de star system qui nous tire à la hausse les salaires, qui est aussi une aberration tout à fait évidente, mais qui fait que si l'initiative 112 devait passer, eh bien, on ne pourrait plus attirer ces CEO. Et aujourd'hui, qui accepterait de gagner 1,5 million plutôt que 20 millions pour diriger une multinationale suisse dont la capitalisation boursière peut valoir entre 80 et 100 milliards de francs suisses? Eh bien, pas beaucoup de monde, certainement
des CEO peut-être jeunes, inexpérimentés. Donc tout d'un coup, une Nestlé ou une Crédit Suisse devra aller dire à ses actionnaires anglo-saxons, voilà, nous avons engagé ce jeune entrepreneur, ce jeune CEO sans beaucoup d'expérience. Il est local, il vient de Neuchâtel ou d'Appenzell, mais nous pensons qu'il est très motivé, brillant, et nous espérons qu'il va vraiment réussir dans sa tâche. Eh bien, malheureusement, étant donné le climat que j'ai décrit, l'entreprise en question deviendrait vite la risée du marché, la risée de Wall Street. Peut-être que les investisseurs anglo-saxons ne seraient pas convaincus, vendraient des titres, ou en tout cas n'achèteraient pas. Au fil des années, ils achèteraient plus les titres des concurrents et la capitalisation boursière ne progresserait pas autant que cette entreprise le souhaite. Et pourquoi on souhaite une capitalisation qui augmente en bourse? C'est pour obtenir suffisamment de fonds propres pour se financer son expansion internationale. Donc il y a des enjeux énormes. L'entreprise veut avoir des gros actionnaires solides derrière elle, être fortement capitalisée et ensuite financer son expansion internationale pour grossir toujours plus. Si pour cela il faut payer des managers à coût de dizaines de millions, eh bien, parfois l'entreprise malheureusement et de plus en plus souvent est prête à le faire. D'où cette fameuse dérive qui fait qu'un manager va réclamer que son salaire soit indexé à la bourse et ensuite la bourse peut monter de manière aberrante, excessive et hautement spéculative et son salaire sera illimité. Donc pour s'attaquer à ce problème, moi je pense que d'abord, il faut réinstaurer la notion de responsabilité. Si je suis un CEO qui gagne 20 millions, je dois accepter des responsabilités juridiques énormes qui doivent peser sur moi. Je dois connaître en tout temps ce qui se passe dans l'entreprise. Je dois obtenir toutes les informations, ce qui est en fait humainement impossible. Je pourrais finalement en venir à moi-même ne pas souhaiter gagner 20 millions, à dire non, je veux bien gagner un peu moins et avoir moins de responsabilités, être moins exposé. Comme ça, je peux partager la responsabilité avec les dizaines, les centaines de collaborateurs de cette entreprise. Et ainsi, je reconnaîtrai le fait que moi-même, je ne suis pas surhumain. Puisque je suis faillible, je ne peux jamais justifier d'un salaire de plusieurs dizaines de millions. Ça, c'est la première chose, c'est d'instaurer la responsabilité telle qu'elle devrait être vraiment instaurée dans un système libéral, là où on voit qu'ici, aujourd'hui, il n'y a aucune responsabilité. Souvenez-vous des cas de UBS, où l'équipe dirigeante de l'époque, Ospel et son équipe, et ceux qui l'entouraient, Peter Wufli et compagnie, n'ont jamais été poursuivis. Souvenez-vous aussi qu'aux États-Unis, le pays qui met les standards, encore une fois, et en Angleterre, à la City, aucun CEO de banque n'a été poursuivi pour la plus grande faillite finalement financière de l'histoire, qui est celle de la spéculation dans le marché des subprimes et l'énorme krach qui a suivi en 2008. Et comme les États-Unis mettent les standards de l'impunité et des managers surpayés, eh bien, la Suisse, dont les entreprises concurrencent directement les États-Unis et l'Angleterre, s'est malheureusement alignée avec ces standards dévoyés. À quoi je veux en arriver? Je veux en arriver au fait que la solution va être plus compliquée que simplement de voter l'initiative 1.12, malheureusement, que j'estime inapplicable encore une fois parce qu'un CEO suisse payé 1,5 million ne peut pas rivaliser avec un CEO américain payé 20 millions ou 40 millions. Et en plus, l'employé le moins bien payé dans sa propre entreprise en Suisse sera mieux payé qu'un patron de petite PME modeste. Pour ces raisons d'inapplicabilité, à mon sens, il faut réfléchir plus loin. C'est beaucoup plus compliqué que cela. La Suisse doit prendre son bâton de pèlerin et exiger des standards internationaux en matière de rémunération. Ils doivent être extrêmement stricts. Elle doit obtenir des États-Unis et de l'Angleterre qu'ils s'alignent sur ces standards, qu'ils fixent d'ailleurs, ils ne vont pas s'aligner. Ce sont eux qui fixent, donc à eux déjà de prendre cette réflexion chez eux, là où leur population également en ont ras-le-bol des excès de rémunération des grands patrons de multinationales et écoutent leur population. Tous ces pays doivent écouter finalement le cri que lance la population régulièrement, comme chez nous en Suisse, avec l'initiative Minder et maintenant 1.12. À ce moment-là, des standards doivent être établis.
La réalité, c'est que la Suisse doit tenter d'obtenir des standards partout, parce que nous sommes dans un monde de dangereuses guerres économiques où le double standard est devenu la norme. Prenez l'exemple du secret bancaire suisse, où la Suisse a accepté de démanteler toutes ces pratiques d'aide à l'évasion fiscale, cependant que Londres et New York, ou Delaware et les Caïmans continuent à dissimuler d'énormes montants d'évasion fiscale au gré de pratiques très sophistiquées de dissimulation de grandes fortunes. Et ce sont ces pratiques aujourd'hui qui se sont instaurées comme le moyen d'évader le fisc. Donc la Suisse doit exiger des standards. Elle doit exiger des standards en matière d'évasion fiscale, mais aussi en matière de rémunération des top managers des multinationales. Si elle réussit à faire cela, si elle réussit à faire pression déjà, au moins à amener ce sujet dans l'enceinte internationale, par exemple du G20, elle aura fait quelque chose de très important pour tout le pays. Ce pays est un petit pays qui ne parvient pas à se défendre et donc ces multinationales sont sous pression de la concurrence acharnée que leur livrent les anglo-saxons principalement et bientôt aussi les asiatiques. Et donc il doit amener ces sujets sur l'enceinte internationale et dire voilà, nos CEO, à nous tous, de nos entreprises globales et cotées en bourse ne peuvent plus indexer leur salaire à la bourse. Les rémunérations doivent être découplées une fois pour toutes du marché financier et ne pas donner un excès de responsabilité à un CEO qui de toute façon ne sera pas puni par la suite s'il n'arrive pas à être à la hauteur de sa tâche et il ne sera jamais à la hauteur de sa tâche. Et donc voilà, à la Suisse maintenant, au gouvernement en fait, même si l'initiative 1.12 ne passe pas le 24 novembre, au gouvernement d'entendre le message et de savoir que la population vraiment a exprimé un message très fort, un ras-le-bol très fort, et de s'illustrer, hein, le Conseil fédéral doit s'illustrer sur la scène internationale pour défendre ces standards beaucoup plus éthiques de rémunération plus raisonnable pour les managers.